Donc, bonsoir et merci d'être venu. Et, je vais, en commençant à préparer cette conférence et en me plongeant dans le passé, je me suis rendu compte que pour une présentation dans le cadre d'une école d'art, il serait bien plus intéressant de parler des processus plutôt que vous montrer des photos dans des endroits plus ou moins connus. Donc, parler des allers-retours, des méandres, de tous les problèmes techniques, éthiques, économiques, etc., qui se présentent dans les parcours d'artistes. Donc, ce soir, je vais vous parler de mes problèmes. Donc, je me suis rendu compte que, depuis les débuts de mon parcours, et de façon plus ou moins différente dans sa formalisation, mes problèmes, mes questionnements, mes affaires, mes ignorances, ont tourné et tournent encore autour des mêmes inquiétudes. Donc, d'une façon intuitive au début et d'une manière beaucoup plus consciente au fil du temps, il a toujours été question d'un travail de rééducation pour me débarrasser de l'éducation que j'avais eue. Pour moi, l'un des plus gros problèmes du monde est la culture comme ce qu'on nous inflige. Dans mon cas, je me suis depuis très tôt positionné contre la culture. Pas toute, mais contre la culture et sa transmission. Surtout sa transmission, puisqu'on est toujours façonné par l'hasard d'être né dans un endroit ou un autre, et en fonction de l'argent, de l'état psychologique de nos parents, de l'état psychologique de notre époque, du pays où on vit, et aussi du réel qui vient toujours cogner quand on ne l'attend pas. Donc, j'ai pensé à un film, La vie est une longue fleuve tranquille, je ne sais pas si vous le connaissez, d'Étienne Châtillier. Je pense que c'est un bon exemple de ce dont je parle. Donc, je me suis posé des questions simples auxquelles je n'arrive pas à répondre encore. Comme c'est l'impossibilité du lien social et l'échec de toute tentative de changement. Et pourquoi les révolutions culturelles se transforment toujours en révolutions idéologiques, et pourquoi les signifiants maîtres font travailler gratuitement aux gens. Donc, là je parle des cultures, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais maintenant l'extrême droite, elle est très préoccupée par la culture, et surtout elle est très préoccupée parce qu'elle veut, ce qu'ils veulent, c'est qu'elle reste comme telle qu'elle est. Voilà, donc je vais commencer, je vais faire un parcours depuis que depuis mon diplôme, ça va être rapide, mais depuis mon diplôme à l'école des Beaux-Arts à Paris. Et à cette époque-là, je voulais être artiste et peintre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une chose que je n'ai pas réussi. Et je me questionnais à ce moment-là si c'était possible de faire une peinture moderne de son temps. Donc, je présentais cette série, ce sont des sicurriñas, c'est les drapeaux basques. Et la technique, c'est acrylique et collage sur toile. Donc pour moi, c'était important parce que c'était là, à cette époque-là, l'Espagne n'était pas dans la communauté européenne. Et c'est la première fois que je me sentais étranger. Et je me suis questionné sur les questions de l'identité, la mienne, sur le récit des constitutions des nations, sur les patries, sur les signifiants maîtres, même si à l'époque je n'étais pas capable de les nommer comme ça. Donc j'ai pensé surtout à la façon dont se construisent ces récits, qui sont toujours de la création des mythes, artificiels pour moi. Ça c'était un peu
la pensée que j'avais à ce moment-là. Et voilà, je faisais du collage parce qu'à l'époque, je voulais travailler d'une façon lente. Je pensais que la vie allait trop vite à cette époque-là. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, voilà, ici, ce que je mélangeais, c'était les concepts de structure. Bon, c'était toujours des drapeaux mal faits. Donc, vous voyez, il y en a un qui a une petite bras qui est plus petit. À côté, c'est un drapeau avec un bouton. Et voilà, celui-ci s'appelle Métastase des drapeaux. Et voilà, en fait, j'ai parlé de ma biographie. Voilà. Enfin, je n'ai pas choisi les drapeaux espagnols parce que ce n'était pas mon drapeau. Enfin, si, est-ce que j'ai eu un drapeau? Voilà. Donc, je parlais de la valeur du travail, de la valeur ajoutée qui représente toujours des pertes pour la plupart des gens. Et à ce moment-là, par hasard, j'ai lu un livre qui s'appelle La dialectique des Lumières, de Jorge Heimer et Adorno. Il y a un chapitre intitulé Ulysse, mythe et raison. Donc il dit, même s'il y a des gens qui veulent nous faire croire les contraires, les paradoxes les plus profonds de l'Odyssée résident dans le fait que la notion de patrie s'oppose à celle de mythe et que paradoxalement, Ulysse, pour retourner à sa patrie, il doit tuer tous les mythes. Voilà. Donc, pour moi, ces tests résumés, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et avec ce travail que personne n'a voulu exposer à l'époque. Voilà. Donc, à ce moment-là, je fais un workshop avec un artiste américain qui s'appelle Peter Halley, qui était un peintre et un théoricien américain, appartenant à un groupe qui s'appelle Neo Geo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon. Maintenant, le membre le plus connu, c'est Jeff Koons, mais bon, rien à voir l'un avec l'autre. Donc, voilà. Donc, j'étais un peu choqué parce qu'il est venu à Paris. Il nous a commencé à parler des philosophes français qui étaient vivants et qui étaient en activité. Et pour moi, c'était assez choquant qu'un Américain vienne nous parler de Français qui étaient là. Et donc, non, je dis ça parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de partir, de faire des études. Je me suis inscrit en philosophie et j'ai eu la chance d'avoir Alain Badiou comme prof d'introduction à la philosophie. Bon, à l'époque, il n'était pas connu, mais voilà, pour moi, ça a été une vraie chance. Donc, je continue. Voilà. En même temps, j'ai commencé à faire je travaillais toujours par série à l'époque. Et j'ai commencé à faire cette série qui s'appelle, la traduction c'était Petite araignée cartésienne. Donc, voilà. Ça appartient à une époque où les ordinateurs personnels et Internet commençaient à se démocratiser. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé à travailler, à créer des espaces binaires. En fait, c'était des espaces où rien ne s'est passé. Et en fait, je me moquais un peu de toute cette question héroïque de la peinture et du formalisme. Voilà. Donc, les titres, ils faisaient toujours allusion je ne sais pas, c'était des copains formels ou celui-là qui s'appelle After Mariano Haro Berleo et After Mariano Haro Berleva. After Mariano Haro, c'était un coureur espagnol qui arrivait toujours en deuxième position. Voilà. Et voilà. Donc, et en même temps que je faisais ces tableaux, j'ai eu mon premier ordinateur et j'ai commencé à faire après un voyage au Mexique, j'ai commencé à faire des sex-photos avec un logiciel qui s'appelait ClarisWorks. C'est quelque chose de la préhistoire.
Voilà. Donc, voilà, et, il y a les années qui passaient, j'ai continué, j'essayais d'être, toujours j'avais toujours l'idée d'être d'être un peintre, mais ça allait de pire en pire. Donc, après ça, j'ai commencé avec cette série qui s'appelle Un Édipe correct, parce que, comme vous voyez, ce sont des copies des tableaux de Joseph Albers, que, pour moi à l'époque, c'était l'un de mes peintres préférés, pour sa façon de manier la couleur et la façon dont il dessinait avec la peinture. Et dans cette série, il s'agissait de tuer les pères. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai détruit ce qui m'intéressait le plus. Donc, c'est les rejets de la représentation, l'oubli de la plénitude, détruire l'échelle, couper les caractères frontaux, sectionner les carrés, encadrer les supports. Et travailler des grands formats. En fait, c'était une espèce de condensé de ne rien avoir compris. Voilà. Et, après, je ne vais pas parler des questions techniques de tableau. Vous voyez, c'est en bois. Et donc, voilà, j'ai continué ma quête. Comme je l'ai dit, ça allait pas très bien. Ça allait pas très bien dans les sens artistiques, je veux dire, je faisais mes... Et donc, dans ma série suivante, j'ai commencé à faire des arléquins. Voilà. Donc, pour moi, la figure de l'arléquin m'a toujours repoussé. Donc, ces bouffons cyniques au costume de figures géométriques pleines de couleurs, que pour beaucoup de gens à l'époque, c'était les caractéristiques de ma façon de peindre. Donc, pour moi, je considère l'arléquin comme la représentation de l'échec. Voilà. Et à l'époque, je me demandais comment certains artistes qui avaient été... après avoir défendu des positions de rébellion et qui avaient été très modernes, après ils avaient suivi une transformation, ils avaient commencé à faire des dessins d'arlequins ou des dessins de cirque. Je pensais surtout à Rodchenko. Et Rodchenko, il n'a jamais commenté les sujets, sauf à dire qu'il aimait le cirque, mais... Voilà, je me pose toujours la question si ces clowns, c'était un exercice de cynisme, un exercice de cynisme ou un déni de la réalité, alors que la bureaucratie dans l'Union soviétique était déjà devenue anti-révolutionnaire. Voilà. Donc moi, avec cette série, ce que j'ai voulu, je vais pas montrer d'autres, voilà. Pour moi, cette série, c'était ressentir dans moi-même la souffrance de l'échec. Voilà, c'était ça, plus ou moins. Bon, en même temps, je faisais des expos et tout, mais c'était dans mon parcours en tant que peintre, c'était de pire en pire, voilà. Donc j'ai commencé à faire aussi des dessins d'arlequin. Et là, ça fait partie d'un livre, un livre qui est à la bibliothèque, si vous voulez les consulter. Voilà. Donc les arlequins ont été la fin d'un parcours, d'une certaine façon, tout s'est écroulé. À l'époque, je n'avais pas de galerie, je ne vendais rien et personne n'était intéressé par mon travail. Et en plus, j'avais une âge charnière où on n'est plus un jeune artiste. Et parce qu'il y a une chose, au début, quand on commence la carrière artistique, on pense toujours à la liberté et tout ça. Et du coup, on ne se rend pas compte que tout ce qu'on fait, il faut qu'on le porte avec nous tout le temps. Je veux dire... à chaque fois qu'on fait un déménagement, il faut penser à tout ce qu'on a fait derrière et que ça va être toujours, sauf si vous avez de la chance et vous vendez comme des petits pains. Mais sinon, la plupart des gens, ce qu'on fait, c'est on déménage avec tout ce avec tout ce qu'on a créé. Voilà. Donc
Voilà, j'avais pas eu aucune visite d'atelier pendant au moins 4 ans. À ce moment-là, j'ai eu 2 enfants. Et donc, j'ai dû prendre la décision soit de continuer ou de changer de profession. C'était une question, c'était encore une fois le réel qui vient cogner. Et voilà, finalement, j'ai pris la décision de continuer, mais bon, tout en changeant de stratégie. Voilà, c'était juste une question d'économie. Donc, j'ai dû changer pas mal de choses. Il fallait travailler avec des matériaux pas chers, faciles à transporter et faciles à jeter si besoin. Donc, papier, toile, voilà. Et un autre problème qui s'est présenté, c'est que j'avais plus d'espace de représentation. Enfin, personne voulait montrer mon travail. Donc, à un moment donné, il a fallu chercher cet espace de présentation. Et voilà, et à ce moment-là, je pensais surtout au système de manifestations et des rassemblements sportifs m'a paru un bon système de représentation. Pour moi, à l'époque, mon modèle, c'était Ignatius Rei. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le personnage du livre La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, pardon. Donc voilà, j'ai commencé à faire des manières que j'ai accrochées dans mon atelier. Voilà, donc la traduction, ça veut dire bête, c'est lui qui les lisse. Et donc pendant ces temps, je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai dessiné tout ce qui m'est passé dans la tête. J'ai fait une thérapie bon marché, voilà. J'ai fait comme une espèce d'autopsychanalyse parce que disons que j'étais déprimé, mais j'ai eu une dépression gay. Enfin, je ne sais pas si c'est facile à expliquer. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai pu profiter de mon malaise en me moquant du monde et de moi-même. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu continuer. Voilà, donc bon, ça c'est la première expo que j'ai fait. Bon, un jour, il y a quelqu'un qui avait vu un dessin, je ne sais pas où, et qui m'a téléphoné, qui voulait faire une visite à Paris. Donc, 200, je pense que 200 après la visite, je fais cette exposition où j'ai mis tous les dessins que voilà. On voit pas toute l'expo, je vais pas toute vous la montrer, mais en fait, ce sont tous les dessins que j'avais faits et c'était comme je vous ai dit, je fais tout ce qui s'est passé dans ma tête était dessiné. Moi, c'est ce que j'aimais bien de cette exposition, que c'est une exposition qui n'a pas été pensée comme exposition. Normalement, on a toujours des dates, on vous invite à se poser. Et là, c'était vraiment une expo qui a été spontanée. En fait, c'était tout ce que j'avais fait pendant ces temps-là. Voilà. Là, je vous montre plus. Voilà. À l'époque, on avait un pape qui saluait dans toutes les langues. Voilà. Et à côté, c'est le président Aznar. Voilà. Donc, en même temps que ça, j'ai commencé à faire des rideaux, comme au théâtre, avec cette idée que dans l'art, tout finit par se formaliser dans un spectacle. Donc, j'ai toujours pensé au rideau comme limite qui nous sépare de l'spectacle. Mais bon, finalement, la plupart du temps, tout était spectacle. Donc voilà, là c'était les bannières que je faisais au début. Et, bon, le problème c'est qu'après, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais bon, on cherche. Il y a des endroits où on peut exposer. Et, ce que je veux dire, c'est que finalement, on trouve des espaces de représentation. Voilà. Et bon, en même temps que ça, en même temps que j'ai dessiné, j'ai commencé à faire des aquarelles. Donc, pour moi, l'aquarelle, pour moi, je pense,
ça a toujours été la technique de la sensibilité. Et moi, ce que j'aimais, c'est que, enfin, j'ai créé une espèce de discordance entre les sujets que j'ai représentés, qui étaient toujours des sujets durs, soit des manifs ou des dictateurs, voilà. Et cette discordance avec les sujets, voilà, les sujets, la technique, voilà, la technique de l'aquarelle qui est toujours très sensible, voilà. Bon, donc comme vous voyez, la question de la peinture, c'était fini, en tant que peinture héroïque. Et voilà, maintenant je vais vous montrer la première vidéo, l'une des premières vidéos que j'ai fait, ça s'appelle Concert pour point levé. Et en fait, les concerts pour point levé, c'est un enregistrement musical que je lui avais fait, qui a été réalisé avec l'Ochote Osenki. Bon, Ochote, c'est un petit chœur de chambre. Je suppose qu'au Pays Basque, tout le monde sait ce que c'est un Ochote. Et à ma demande, ils ont interprété 4 chansons populaires espagnoles et basques, dont j'avais modifié les paroles, avec des tests d'antiphilosophes matérialistes français, donc Guy Lardreau, Gilles Grelet, Jacques Fradin et Lacan. Donc une chanson, c'est sur la matière, l'autre, c'est sur l'utilisation de l'énergie libidinale par l'économie, la pratique comme matrice du semblant et la révolution. Voilà, ce sont les thèmes des chansons. Outre l'enregistrement, je fais 3 affiches. Donc là, vous voyez, il y en a 2 qui sont là et il y en a un 3e qui est là. Et voilà, donc il y a 2 affiches qui ont été faites par 2 philosophes, Gilles Grelet et Hugues Chopin. Et voilà, on a tout mis dans un sac où on a ajouté le DVD avec les concerts. Et en fait, l'idée de cette exposition, c'est que tout le monde qui venait pouvait prendre les sacs et partir avec toute l'exposition chez lui. L'expo, c'était la vidéo et les 3 affiches qui... Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, c'est un travail que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je vais vous mettre une petite chanson pour... Pratiquez la matrice di Semblant. Pratiquez la matrice, pratiquez la matrice, pratiquez la matrice di. Pratiquez la matrice di Semblant. Pratiquez la matrice, pratiquez la matrice, pratiquez la matrice di Semblant. Pratiquez la matrice di Semblant, 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 Semblant. Pratiquez la matrice di Semblant, 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 Semblant. Pratiquez la matrice di Semblant, 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 Semblant. Pratiquez la matrice di Semblant, 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 Semblant. Le théorisme ne consiste pas à penser la réalité. Le théorisme ne consiste pas à penser la réalité. Le théorisme ne consiste pas à penser la réalité. Le théorisme ne consiste pas à penser la réalité. Pratiquez la matrice di Semblant, 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 Semblant. 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 Le théorisme ne consiste pas à penser la réalité, à penser la réalité, à penser la réalité, mais à la détruire.
matrice, pratiche la 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 matrice, pratiche matrici Saint-Blanc. Donc, bon, je continue. Je fais pas mal de livres. Enfin, bon, à une époque, j'ai eu la chance d'avoir des éditeurs et bon, donc bon, c'est une pratique que j'apprécie. Et voilà, donc là, je vais vous montrer un qui s'appelle Citation pour le président Sarkozy, enfin, qui a été fait à l'époque où il était président. Et donc, le livre, c'est une copie du livre rouge de Mao. Et en fait, ce que je fais, j'ai isolé la figure du président, enfin, quand il était en train de faire des choses. Qu'est-ce qu'ils font? Les présidents font des choses. Et voilà, je pense que personne ne résiste à cet exercice qui nous transforme en quelque chose de plus grotesque. Et chaque image dans ces livres, il est accompagné d'un texte choisi par Gilles Grelet, qui est en rapport avec la situation du président. Voilà. C'est un livre, il est à la bibliothèque, si vous voulez le consulter. Voilà. Donc, bon, je continue. Maintenant, je vous présente, voilà, ça, c'est une œuvre qui s'appelle Projet converti en installation. Et donc, dans ce travail, j'ai continué mes recherches sur l'échec des révolutions et la question de pourquoi les révolutions culturelles se transforment toujours en révolution idéologique. Donc, j'avais conçu une clôture similaire à celle de ces stades, où j'ai placé des banderoles avec des slogans qui ont été partagés par les premiers chrétiens et par les maoïstes dans leur volonté identique des ruptures avec l'autorité avant de devenir des révolutions idéologiques. Donc, voilà, il y a le rejet du travail, la haine du corps, le rejet de la différence sexuelle, le rejet de la procréation, et l'oubli des parents qui est toujours les plus grands gestes de rupture avec l'autorité. Donc, en fait, ces prémices sont les seules qui rendent impossible tout contrôle du maître. Donc, elles rendent impossible la maîtrise. C'est pour ça qu'elles sont tellement importantes pour moi. Je ne sais pas, penser aux anachorètes et à leur formalisation dans les monastères cloîtres comme une forme de contrôle par les maîtres, dans le devenir de l'histoire. Et bon, sinon, je ne sais pas, penser à la révolution culturelle chinoise, c'est ce qui est devenu les partis communistes, capitalistes chinois. Voilà. Donc, bon, moi, ça, c'est un travail que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, voilà, je continue avec un autre livre qui a la même thématique que l'installation intérieure. Donc, c'est un livre de pop-up et ça parle de rééducation. Pour moi, les termes de rééducation, c'est très important. Voilà. Et donc, bon, je récupère ce qui était dans les Vanières, dans la grille, et je fais ce livre qui, pareil, vous pouvez les consulter à la bibliothèque. Donc, ce que je voudrais expliquer, c'est que la façon dont je travaille, j'ai toujours un intérêt, il y a toujours des sujets, quelque chose que je ne comprends pas, des choses que je ne saisis pas.
et qui m'inquiète. Et donc, je plonge sur ça. Et finalement, pour moi, c'est un processus, c'est comme une espèce de digestion. Voilà, je sais pas. Parfois, on a des digestions lentes, parfois, on a des digestions ça se passe bien, voilà. Donc, mais pour moi, ce qui reste, à la fin, c'est, quand on fait une digestion, il y a quelque chose qui se sépare, non? C'est ce que Lacan appelait le paquet de merde. Et, pour moi, dans la façon dont je vois l'art, c'est un peu ça, c'est une digestion, et après il y a quelque chose qui se sépare. Et il y a des gens qui l'appellent l'art, voilà, mais bon, ça peut être les résultats d'une digestion, voilà. Pardon. Donc ça, ce sont des images du livre. Voilà. Bon, vous pouvez le voir. En fait, dans cette présentation, j'ai choisi des œuvres que j'aime bien, et puis il y en a d'autres œuvres qui font partie des choses qui m'ont résulté plus choquant. Je ne sais pas, par exemple, celle-ci, c'est une espèce de DVD que je fais qui s'appelle Les syndromes de Muntadas. Muntadas, c'est un artiste espagnol qui est très connu. Et, connu, je veux dire, c'était l'artiste le plus international à l'époque, maintenant aussi, je ne sais pas, bon, ça, peu importe. Mais en fait, c'est une réflexion sur les invitations aux expositions d'art politique, voilà. Donc, quand on est invité du coup, on est invité dans des expositions d'art politique, et finalement, on se rend compte que ça n'a rien de politique, que les catalogues, on dirait le hello, et hola, ou je sais pas comment. Voilà, donc en fait, c'est une histoire où je me moque un peu de moi-même. Donc, c'est un peu, bon, voilà, on est invité, on prend un taxi, on va à l'aéroport, voilà. On arrive dans un autre aéroport, on va à l'hôtel. Je ne sais pas si je vais trop vite, vous me dites, mais bon, il n'y a pas non plus, voilà. Donc j'ai eu le culot de m'exposer au Guggenheim, New York. Voilà. Donc bon, voilà, c'est un peu, bon, voilà, c'est un peu ça la vie. Parfois, ce qui est choquant, c'est qu'après, quand tu retournes chez toi et tu n'as peut-être même pas un sou pour payer le métro, voilà. Mais bon, ça, c'est pour raconter un peu la vie. Si un jour vous faites des expos et on vous invite, voilà, c'est un peu ça. Voilà, bon, là c'est une petite animation que j'ai fait, bon, qui s'appelle, en fait, c'est ce que je vais présenter maintenant, c'est un exemple de comment s'adapter quand on n'a pas d'argent. Donc, moi, je voulais faire une vidéo, et j'ai essayé de trouver des financements, et finalement, c'était impossible. Donc, j'avais préparé un storyboard avec des dessins. Et voilà, j'ai pas eu d'argent. Donc, du coup, je me suis dit, bon, j'ai regardé les storyboards, et je me suis dit, peut-être ce que je peux faire, je peux continuer à faire des dessins, et faire que les storyboards deviennent une animation. Donc, finalement, ce que je fais, voilà, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut il faut toujours chercher, si on n'a pas d'argent, il faut toujours chercher la façon de contourner les problèmes qui se présentent, et chercher à avoir des idées, voilà. Voilà.
Bon. Cette œuvre-ci s'appelle La langue de l'avion. Et en fait, c'est une œuvre qui était conçue pour la Biennale d'Anglet. Elle était conçue pour les jours du vernissage. Normalement, il devait y avoir un avion qui traverse les ciels. Si je présente cette œuvre, c'est parce que c'est ce que je voulais remarquer là, ce sont les problèmes de travailler avec l'administration française. Ça, c'est c'est un truc hallucinant. Je vous explique. Donc, j'ai eu l'invitation pour cette exposition. Moi, je viens de Saint-Sébastien, donc j'ai passé mes étés quand j'étais petit à la plage. Et je voyais toujours les avions qui passaient. Donc voilà, quand j'étais invité pour cette biennale qui est dans le littoral, je me suis dit, bon, ça serait bien de faire une chose comme ça. Donc du coup, on a commencé à chercher on a posé des questions. On n'avait aucune idée de comment ça marchait, la question des avions tractés comme ça. Et du coup, on a demandé des budgets. Et du côté français, l'avion devait faire un voyage de presque 2h30 pour arriver à Anglet. Et à côté, on a l'aéroport de Dongyarby. Donc finalement, on a demandé des prix. C'était beaucoup moins cher sortir de Dongyarby, qui met 5 minutes pour arriver à Anglet. Donc on a demandé la permission, tout ça. Et du coup... je parle du préfet et des sous-préfets, ils savaient déjà, il y a une loi qui est écrite, qui dit qu'aucun avion qui sort de Dongyarby ne traverse l'espace aérien français. Ils le savaient depuis les premiers jours. Donc, pendant 6 mois, on a été... oui, les préfets disent oui, les sous-préfets disent non, après l'autre dit oui. Ils savaient depuis le début que ça n'allait pas marcher. Donc, une heure avant le vol, j'étais à l'aéroport et en fait, je savais que ça n'allait pas marcher. Donc, du coup, j'avais préparé plein des copains qui étaient dans les chemins de l'avion à Saint-Sébastien. Et ce qu'on a fait, c'est on a fait une vidéo. Et on a fait avec plusieurs formats, des téléphones, c'est 2011, donc c'était des téléphones, des vidéos nulles, des gens qui avaient des bonnes caméras. Donc bon, ça a été très compliqué à faire la vidéo à cause des formats. Mais bon, finalement, j'ai pas pu être présente au vernissage à Anglet. Et j'ai fait l'expérience à Saint-Sébastien. Donc, il y a l'une des bannières, c'est I love you, voilà. Mais ça, c'est parce que j'ai fait des recherches et c'est la bannière la plus commune, dans tout le monde. C'est quelqu'un qui demande le mariage à quelqu'un. Et l'autre, c'est il y a un ennemi. C'est le slogan des matérialistes, voilà. Et je ne sais pas si j'ai rien d'autre. Ça a été très pénible à faire. C'est un travail qui a été très pénible. Après, j'étais content. Voilà. Donc, celui-ci, c'est une. Je vais vous montrer un petit. C'est pas un petit extrait, c'est la vidéo, mais en toute vitesse. Ça dure 45 minutes. Et pareil, ça, c'est ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est que. Ce sont des expositions sauvages qu'on faisait à Paris. Donc, voilà, c'est une question de chercher des espaces alternatifs. Voilà. Quand on n'a pas d'espace, il faut le chercher. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est un passage qui était placé à côté du palais de Tokyo. Maintenant, il est fermé. Ça a été remonté. Et voilà, c'est un écrivain et commissaire espagnol qui faisait ça. Et en fait, l'Expo, on arrivait, on installait, et puis on partait. L'Expo restait là-bas. Et puis s'il y avait quelqu'un qui voulait récupérer ce qui était exposé, il pouvait le faire parce que finalement c'était le service de nettoyage qui venait, on suppose qu'il venait parce qu'après tout était propre, donc il venait nettoyer.
Mais bon, enfin, je sais pas, il y a eu des gens comme Santiago Sierra. J'ai dit, c'est des gens comme Santiago Sierra ou Abraham Villegas sont des gens très connus qui ont exposé là-bas et que bon, si quelqu'un passait par là, il aurait pu récupérer les travaux. Donc voilà. Bon, c'était là où on avait un peu la trouille parce que bon, s'il y avait la police qui venait, ben. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, qu'on peut faire des expositions n'importe où. Voilà. Donc, bon, enfin, je vous montre maintenant une autre série de dessins, et enfin, je vais l'appeler la culture, ce qu'on nous fait. Et donc, je parle un peu des religions, des patriarcats, des fascismes, de la famille, bon, voilà. Mais bon, ce qui m'intéresse ici, c'est que ce sont des dessins qui ont été faits avec du fusain, du papier coloré et gommé. Voilà. Et puis je vous montre, il y a un musée qui m'a demandé de faire une décoration pour la cafétéria. Et voilà, je me suis permis de faire une scène avec des cerfs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Surtout ces tableaux qu'on trouve dans les magasins de meubles. Voilà. Bon. Et ça, c'est un film qui s'appelle Dead Letter, Lettres mortes. C'est un travail que j'ai réalisé pour la Biennale de Sao Paulo qui s'intitulait Parler des choses qui n'existent pas. Et c'est une œuvre que j'ai faite d'après les films de Pasolini, l'Évangile selon Matthieu. Je ne sais pas si vous connaissez les films. Et en fait, il s'agit de la reconstruction des versets de l'Évangile référés au capitalisme de Matthieu, non inclus par Pasolini dans le film. Donc, j'avais vu les films et je me suis rendu compte que les versets référence aux capitalistes avaient été omis. Et j'ai revu le film parce que ça m'avait étonné voilà, je pensais que je m'avais endormi pendant les films, donc je l'ai revu pour voir si vraiment il ne s'était pas, et finalement il ne s'était pas. Donc ce que je proposais à la Biennale, c'était de construire les parties des versets que Pasolini avait omis. Voilà. Donc quand j'avais... en regardant le film, j'étais surpris de l'image du Christ, de sa façon autoritaire de son comportement. Non, mais bon, après, c'est comme toutes les religions, elles nous disent tout le temps quoi faire. Non, c'est ce que Pierre Legendre appelle les structures paternelles. À savoir, si tu es sage, je te donne mon amour, et si tu n'es pas sage, je t'ai puni. Donc, voilà, tout ça m'amène à aussi inclure quelques scènes en questionnant la figure patriarcale, car finalement, penser, c'est l'opposé de prier. Donc,
Et voilà, au début, j'avais aussi des problèmes. Je ne comprenais pas qu'un communiste fasse un film sur les Christ, mais qu'il oublie ces versets référés au capitalisme qui sont assez brutales. C'était pour moi encore beaucoup plus incompréhensible. Donc, mais bon, après, si on réfléchit bien, c'est tout à fait logique, car, comme on a vu, le christianisme et le maoïsme, c'est assez. Ils partagent la rupture avec l'autorité et la recherche d'un maître. Voilà. Donc, moi, je vais lancer un peu. Hop. Voilà, dans mon film, il s'agit du christianisme comme précurseur du capitalisme et de son expansion ultérieure à partir de la figure de Matthieu. Et voilà, dire que nul mieux que les religions savent que l'homme est une entité de parole, d'amour et d'espérance, et que, comme nous le rappelle Jacques Fradin dans son livre La voix pauvre de la rébellion, l'énergie humaine se capte au discours, au texte religieux et à la promesse de l'amour. Donc l'amour est l'argument central du christianisme politique. Pour moi, ce travail, c'était une façon de régler les comptes avec les religions. Voilà. Sinon, là, le film a été fait dans le favelas de Sao Paulo. Je ne sais pas si on n'entend pas les sons. Ah, pardon. Il a été fait dans les favelas de Sao Paulo, qui travaille avec la Biennale. Et voilà, les acteurs, je les ai rencontrés dans ces communautés. Voilà. Mestre, diga-nos qual é o mandamento mais importante da lei? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é como este: amarás ao próximo como a ti mesmo. Por que devemos amá-lo? Em que isso nos ajudará? Sim, sobretudo, como poderemos pôr isso em prática? Um amor que não escolhe perde seu valor. Além do que os homens não são todos dignos de serem amados. Um excesso tão grande de amor, o único que faz é diminuir o seu valor. Como se pode fazer? O que nos pedes é um mandamento impossível. Não é humano. É o que está escrito. Então apague-o. Nada vai tão contra a natureza humana. O amor a si mesmo sempre é grande. Deveria saber que eu sempre quero o bem dos outros, contanto que permaneça a imagem do meu. E isso não vale grande coisa. Amamos o outro se suas qualidades são tão parecidas às minhas, de modo que eu mesma posso amar-me no outro. Sim, o que queremos é o bem do próximo, contanto que ele seja a minha própria imagem. E se não amas a ti mesmo? Ou se és um perverso? Ou sofres de uma patologia qualquer fora do normal? Como então devo amar ao próximo? Basta que o gozo seja um mal para que a lei moral mude completamente de sentido. Teu mandamento justificaria o pecado. Nós tínhamos a linguagem surrealista. Tínhamos o comunismo, a idade do ouro. Bon, je passe à une autre série de dessins qui s'appelle Vous voulez un maître, vous l'aurez. En fait, c'est une phrase qui avait prononcé Jean Lacan quand il est allé. Il a essayé de faire un séminaire en 69 à l'école à Vincennes. Et bon,
Ça a été impossible parce que, il s'est passé toute la séance en train de se disputer avec les élèves. C'est très intéressant. Je pense qu'il est dans les séminaires, dans l'Ambert de la psychanalyse ou l'éthique de la psychanalyse. C'est à la fin et ça s'appelle Analyticon. C'est très rigolo à lire. Et finalement, il y a tous ces gens de 68 qui sont en train de s'engueuler avec lui. Et lui, à la fin, leur dit, je lis, je vous dirais que l'aspiration révolutionnaire, ça n'a qu'une chance d'aboutir toujours au discours du maître. C'est donc l'expérience a fait la preuve. C'est à quoi vous aspirez comme révolutionnaire et c'est à avoir un maître et vous l'aurez. Voilà. Donc, au fond, les grands problèmes des révolutionnaires, c'est que à quoi sert d'oublier les parents si on finit toujours par tomber entre les mains d'un père plus grand ou d'un maître plus grand. Voilà. C'était juste. Bon, sinon, vous voyez, c'est des chiens. Mais bon, je suis plus intéressé par les titres que par les dessins. Voilà. Bon, là, je vous montre une autre expo qui est faite avec des dessins qui s'appelle, en espagnol, c'est insignificando, ça veut dire, ça serait comme en train d'insignifier. Et voilà, ce sont des dessins d'aigle. Vous savez, l'aigle, c'est les symboles de pouvoir dans pas mal de pays. Les Allemands, les Américains, les Mexicains, l'extrême droite espagnole, les indépendantistes basques, je ne sais pas. Et dans cette série, ce que je voulais parler, c'était un peu des signifiants maîtres de la façon dont ils font travailler gratuitement les gens. Donc pour moi, la question c'était quel est le mécanisme qui rend si différent la somme d'un signifiant, je ne sais pas, un drapeau par exemple ou un aigle, et d'en signifier, voilà, l'image, les sens qu'ils produisent, non? Qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui sont des patriotes et il y en a d'autres qui ne voient rien qu'un chiffon coloré ou suspendu en poteau, voilà, ou quelqu'un qui voit, comme les aigles, non? Un signifiant de puissance, et il y en a d'autres qui voient une espèce des gros poulets avec des ailes, voilà. Donc voilà, j'avais fait une recherche sur les aigles dans la représentation des aigles dans le monde. Il y en a pas mal, il y en a partout. Voilà. Bon, maintenant c'est un travail qui est en cours. Il manque la musique, mais voilà, comme je parle de signifiants maîtres, je pense que à quelle époque qu'on vit maintenant, c'est un peu avec toute l'extrême droite et tout ça. Voilà, maintenant je fais une animation, je la fais exprès. C'est pas parce que j'avais pas d'argent. Et voilà, j'ai mis 7 mois pour la faire. Et voilà, ça fait référence au livre Le Monde d'hier de Stéphane Zweig. Voilà.
là, pour finir, je vais vous parler d'un dernier travail qui s'appelle Undesirable Aliens, que c'était la façon de nommer à l'autre par le néerlandais à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une trilogie de vidéos. Donc il y en a un qui est assez cynique, qui s'appelle En train de jouer à émigrer. C'est celui-ci. Il y en a un autre qui s'appelle Cantor. Cantor, vous savez, c'était celui qui a découvert la théorie des ensembles. Et qui s'appelle Cantor en train d'expliquer les concepts des nations à des pigeons affamés. Et il y a une troisième vidéo qui s'appelle Miracle, Miracle, dont je vais vous mettre un petit extrait. Donc, dans celle-ci, je reprends la conférence du crayon de Milton Friedman, qui est le précurseur du néolibéralisme, qui était inspiré par un livre de David Reed. Et en fait, il fait l'éloge d'un crayon, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en fait, il fait l'éloge de travail entre des gens qui ne se connaissent pas, en disant voilà, les bois viennent de l'État de Washington, les graphites viennent d'une mine en Amérique du Sud, la gomme vient d'une forêt en Indonésie. Voilà, donc tout le monde est très content de pouvoir travailler ensemble. Donc, surtout les patrons, parce que les gens qui descendent dans la mine ou qui vont chercher la gomme dans le bois, ils ne sont pas payés comme ça. Donc, voilà. Donc, dans ces films, j'analyse un peu le libéralisme. Et voilà, donc je le construis autour des vrais discours du libéralisme et après des ajouts que je fais en détournant les textes. Voilà. Donc voilà, pour moi, ce qui sert, la seule chose que je dirais pour finir, c'est que avec ces films, j'ai voulu prouver que Jacob Taubes avait raison quand il disait que le libéralisme a toujours un coût et que c'est toujours les autres qui payent. Después de las crisis, lo que la experiencia demuestra es que lo mejor es convocar elecciones. En mayo del 68 parecía que todo iba a cambiar por las protestas, obrera y estudiantil. París estaba en llamas. La revolución llamaba a las puertas. De Gaulle convoca las elecciones y gana la derecha por mayoría absoluta. Un viejo amigo, llamado Guy Debord, lo analizaba así, mirando los resultados. Si leemos las cifras, podríamos preguntarnos si el pueblo se compone en su totalidad de millonarios a los que se opone una ínfima élite de obreros. Lo que queremos para una sociedad que sea a la vez humana y que brinde oportunidades para grandes logros humanos es una sociedad en la que esa pequeña minoría de personas que no tienen objetivos materialistas, que están interesadas en algunos de estos otros logros, tengan el mayor grado de libertad. Y la única sociedad que alguien ha inventado, que alguien ha descubierto, que se acerca a hacerlo, es una sociedad capitalista. Cuando escucho a las personas que se oponen al mercado o al capitalismo y examino sus objeciones, lo único que encuentro es que esas objeciones son objeciones a la libertad misma. Para ir terminando, os contaré lo que pensaba un viejo amigo mío, el doctor Lacan, que decía que la explotación del deseo es la gran invención del discurso capitalista. Porque hay que llamarlo por su nombre. Es una cosa increíblemente conseguida. Llegar a industrializar el deseo. En fin, no se podía hacer nada mejor para que la gente se quede tranquila, ¿eh? Otro viejo amigo mío, que se llama Michel Foucault, decía que el divino mercado se instaura como el principio mismo del vínculo social. Un centro comercial como Ágora. Se me pone la carne de gallina. El consumidor podría elegir el boicot, tomando como ejemplo lo que hicieron los marroquíes con Danone y las gasolineras. Pero no seré yo el que dé ideas. Lo importante para alcanzar grandes logros humanos es que todos
quieran comprar el lápiz. Y si es electrónico y mañana está obsoleto, mejor que mejor. ¿Qué hora es? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui veut poser une question? Là, c'est de la 3D? Pardon? C'est de la 3D? Non, non, c'est quelque chose qu'on a, je ne sais pas, en France, il n'y en a pas, ça s'appelle cabezudos, ça veut dire grosse tête. Et en fait, ça faisait partie des fêtes populaires depuis, je ne sais pas quel siècle, mais finalement, c'était assez racialisé parce qu'il y avait toujours des couples hommes et femmes qui venaient d'Amérique, d'Afrique, voilà. Et ça, on le voit quelqu'un qui a vécu en Espagne, il y a dans toutes les fêtes, il y a toujours ça. Et en France aussi. Ah. Voilà. Donc, bon, ça c'est une vidéo que j'avais fait avec l'argent du BBVA, voilà, enfin d'une banque, voilà. Donc, il s'était pas, bon, je pense qu'il s'apprécie pas beaucoup, ce que je fais avec son argent. Mais dans les contrats, c'était marqué qu'il fallait mettre que la banque ne se faisait pas, je sais pas comment dire ça, qu'il se faisait pas charge de mes opinions. Cautionnez pas ton. Voilà. Donc moi, ce que je fais, j'ai répondu le mail à ces messieurs-là qui étaient très sympathiques en disant, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais est-ce que je peux mettre que moi aussi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et là, on a arrivé à un accord tacite. Du coup, il n'y a pas ces mentions que je pense qui est clair. Voilà. En même temps, c'est pas quelque chose qui est dissonant par rapport au reste de ton travail. Donc, si c'est un mécénat ou c'est quoi? C'est une fondation ou c'est non, ils donnent de l'argent, ils font de la philanthropie. Voilà. Avant, ça s'appelait la piraterie et maintenant, c'est la philanthropie. Et non, c'est World Trade and Piracy, non? C'est une guerre, commerce et piraterie. Et maintenant, c'est guerre, commerce et philanthropie. Et non, ils donnent des bourses. Voilà, ils donnent des bourses. Et puis, ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. La plus importante, c'est. Voilà, voilà. Donc, ouais. Paul. Oui, ici. Ah, pardon. Mais du coup, vous avez un peu répondu à la question. Mais j'imagine que financièrement, ça n'a pas dû toujours être facile, du coup. Qu'est-ce qui vous fait choisir, comment est-ce que vous vivez uniquement des
des commandes d'exposition ou vous avez d'autres trucs à côté, et comment ça s'est passé aussi dans le passé? À un moment donné, quand j'arrivais à Paris, j'ai fait un peu de la peinture, des chantiers. Et après, j'ai travaillé pas mal, j'ai travaillé comme assistant d'un autre artiste. Et puis à un moment donné, j'ai pu devenir vivre de ça, voilà. C'est un peu. Mais bon, c'est compliqué. Je sais pas. Les souvenirs que j'ai quand on commence une école d'art, c'est que c'est jamais celui qu'on pense qui va être l'artiste qui est l'artiste à la fin. Non, je dis ça. Je suis même. Je sais même pas comment je suis. Quand j'arrivais jusqu'ici, voilà, c'est un peu. Mais bon, moi, ce que j'ai voulu montrer avec ma présentation, c'est que, je vous ai montré des travaux que pour moi étaient importants parce que, voilà, dans les moments difficiles, tu n'as pas d'argent, tu cherches une autre voie. C'est une question de si vraiment tu aimes ça et comme moi, je voulais pas travailler je voulais pas travailler finalement. Le souvenir que j'ai quand j'ai fini l'école, c'était que, je ne sais pas, j'avais une bourse, je me disais, ouais, encore une année sans travailler. Je travaillais beaucoup, mais sans travailler d'autres choses. Et ça, pour moi, ça a été une question importante parce que, bon, finalement, quand on choisit la sécurité, la permanence, ça ne te rassure rien. La finale, c'est compliqué. Après, chacun, c'est sa façon de. La vie est différente pour chacun. Il y a toujours les réels, mais si on choisit la permanence et la sécurité, on aura des problèmes. Je pense qu'on finit dans les psychologues ou dans les psychanalystes. Je pense qu'il y a les désirs qui se perdent. Voilà. Pour moi, c'était important. Il y avait des moments où j'étais limite, voilà, mais bon, tu as toujours cette espèce de. Tu te dis, si je fais mal les choses, personne ne va m'appeler. Et si je le fais bien, peut-être personne ne va m'appeler. Mais bon, au moins, on est là. Et voilà, ça m'a permis de continuer, toujours avec des hauts et des bas, mais bon, je pense qu'il y a eu je pense que à cette époque-là dont je parlais au début, donc je sors de l'école, je vais être peintre, voilà, et à un moment donné, je me rends compte que ça ne va pas du tout, ce que je fais n'intéresse personne, voilà, tu as des galeries, les galeries ferment, voilà, donc il y a un moment donné où il faut vraiment, il y a des murs et parfois il faut les contourner, voilà, mettre un peu. Voilà, et puis faire d'autres choses. Moi, je préférais faire d'autres choses que travailler. Même si je travaille beaucoup. Je sais pas si. Merci beaucoup. Rien. Si je ne me trompe pas, Juan, tu n'as pas utilisé le terme satire pendant toute ta présentation et peut-être ça ne convient pas du tout à ce que tu nous as montré aujourd'hui. En même temps, on a tous beaucoup ri, tu l'as entendu. On rit, on ricane, on s'amuse, on est un peu, comment dire. Et c'est difficile à définir, moi je n'arrive pas trop à définir pourquoi je ris, mais je ris beaucoup. Et alors ma question, comment je vais la formuler, mais oui, donc quand même je pensais un petit peu à un geste satirique, mais j'ai pas l'impression que ça convient tout à fait, même si peut-être dans la manière de tordre un peu peut-être le signifiant ou cette question du signifiant maître, c'est je suis pas du tout spécialiste de Lacan, c'est Lacan ça, le signifiant maître. Oui, non, oui, en fait, ouais, non, c'est Lacan qui parle beaucoup, mais en fait, c'est Saussure qui invente le terme. Voilà. Et voilà, je pensais aussi à des représentations satiriques peut-être, et à cet endroit. Pardon, la lampe là, elle est en train de me tuer. J'arrive pas, merci.
Et donc, voilà, peut-être juste t'entendre sur... Est-ce que j'ai pas fait un oubli? Effectivement, tu parles jamais de satire, mais quelque chose me travaille un peu de cet endroit-là, peut-être aussi pour son rôle à la fois politique et l'impossibilité de la définir comme de l'art politique tel qu'on l'attend, ou la façon que tu as aussi de te moquer peut-être d'un art qui se veut à tout prix politique et qui, souvent dans la façon de mettre en place tout son arsenal, ne l'est pas tant que ça, voire pas du tout. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Je pense que tout le monde rigole et pense que mon travail il est très drôle, mais finalement il l'est pas. Enfin voilà, je parle des choses que... Mais c'est comme ça. C'est là, ça m'a permis aussi de faire... Je peux dire n'importe quoi et personne... Enfin, j'ai jamais eu des problèmes... quand j'ai fait des expos, l'expo, la première à Bilbao, il y avait des références à la police, à l'ETA. Enfin, je me moquais un peu de tout le monde. Et tout le monde, chacun arrivait, les gens des droites se moquaient en disant « Oh, tu dis ça de là ». Et puis les gens des droites se moquaient parce qu'il y avait... Donc tout le monde trouvait son compte. Donc peut-être cette question ironique et drôle de dire les choses fait que j'arrive à je ne sais pas si... Ouais, voilà, je sais pas. Et par rapport, au signifiant maître, pour moi c'est quelque chose d'hallucinant. Vraiment, si tu essaies de faire travailler quelqu'un, c'est impossible, voilà. Et puis du coup, il y a un bout de tata et tout le monde s'élève. Tu vois, ce sont des choses que je les sens pas, voilà. Je sais pas, ça... Oui, pour continuer cette question de Clara, est-ce que ici en France, des journaux comme Le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo, à ce moment-là, ils ont été importants, tu les as lus, tu les as regardés, et aussi on se connaît depuis très longtemps, 25 ans environ. Et bien sûr, il y a beaucoup de monde en Espagne, surtout, qui pensait que Juan, c'est l'artiste qui fait des blagues. Et beaucoup de monde ont dit que tu es drôle, rigolo, mais parfois, ils regardaient seulement la surface. Parce que derrière chaque projet, chaque dessin, il y a des références philosophiques, théoriques, politiques. Et voilà, c'est un peu... Oui, c'est plus profond que la blague, mais par exemple, Clara parlait de la satire, et voilà, la connexion avec la France et Charlie Hebdo, tu l'as vu ou c'est un peu à part? Oui, j'aimais Charlie Hebdo, mais non, j'aurais... plus d'influence, quand j'étais jeune, ou jeune petit enfant, j'ai lisais surtout, pour moi c'était, c'était très important, Astérix et Obélix, tu vois, la BD française c'était importante, et après, Charlie Hebdo, oui, je pense qu'ils font un travail qu'il faut faire, et que, voilà, mais c'est pas non plus, ce ne sont pas des choses qui ont été vraiment marquantes. Je pense plutôt à des magasins comme El Temeo, du côté espagnol, des choses comme ça, mais non, je ne sais pas. De toute façon, j'ai une grande capacité à inventer des bêtises, ça me passe tout le temps, donc il faut que je me contrôle un peu. Après, on parle beaucoup du fond, là, mais plastiquement, il y a énormément de choses aussi. Et tu es vraiment un plasticien, c'est-à-dire que tu commences par dire, bon, la peinture, on n'a pas voulu de moi dans la peinture, je vais au dessin, mais quand on voit tous les médiums que tu traverses, et ça continue, et
donc effectivement, au final, c'est pas forcément le médium qui compte, c'est effectivement ce que tu veux dire, mais tu es un vrai plasticien. Et quand on voit tout ce que tu as fait, c'est aussi une évidence. Bon, merci. Non, mais enfin, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose que je déteste, c'est la nuit, et c'est répété. Et voilà, donc j'essaye à chaque fois. Enfin, même si pour moi, je suis tout le temps en train de faire la même chose. Enfin, je parle des mêmes choses, tout ça, mais bon, j'essaye j'essaye surtout de m'amuser parce que sinon c'est un peu voilà. Enfin, mais bon, c'est pareil. Enfin, quand j'ai fait, enfin, nous à l'époque. J'étudiais dans les années 80 et à l'époque tout était très cloisonné, donc on faisait la peinture, on faisait les sculptures, on faisait... Donc je pense que maintenant c'est beaucoup plus ouvert et je trouve ça qu'en tant qu'étudiant, c'est beaucoup mieux d'avoir. Même si, j'ai une anecdote. Quand j'étais étudiant, j'ai commencé à faire de la gravure. Et la prof, c'était un horreur. Donc je me suis dit, jamais de ma vie, j'ai arrêté tout ça. Et des années plus tard, j'ai rentré dans une galerie qui faisait des éditions. Et du coup, en fait, quand tu as besoin de faire des gravures, tu appelles à quelqu'un qui fait des gravures et voilà, tu payes ou à quelqu'un qui paye et voilà, tu fais des gravures. Et c'est pareil avec la vidéo, avec voilà, bon. C'est un peu comme ça, voilà. Bon, même si à la fin j'essaie de faire tout par moi-même, mais bon, sinon, je sais pas, ici, j'ai embauché quand je reçois de l'argent des projets, des bourses comme ça, j'essaie de le partager avec d'autres copains artistes qui font, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a fait quelques têtes, des sculpteurs, ou des gens qui travaillent dans la production. C'est une manière de partager l'argent aussi, quand cela arrive. Question. Après, peut-être juste pour préciser, les Beaux-Arts de Paris, c'est quand même un type d'enseignement particulier. Les Beaux-Arts de Paris, tu as fait les Beaux-Arts de Paris, oui. Où on est encore sous le système de l'atelier, du maître, justement, ce qui n'est pas le cas dans les autres écoles d'art, mais ça continue, même si évidemment les choses sont plus transversales qu'à ton époque certainement, mais comme type d'enseignement, c'est encore particulier, quoi. Oui, en fait, je sais pas moi, dans les écoles d'art, normalement, au moins dans mon époque, là où on apprenait le plus, c'était avec les compagnons des classes. On regardait les autres, comme ils faisaient, voilà. Mais bon, c'était... Je sais pas, l'expérience que j'ai eue à Bilbao, elle était, à part quelques profs, c'était assez pénible, mais je dis ça parce que ça n'a rien à voir. Là, c'était vraiment des gens qui finissaient sa 5e année et qui rentraient en première année. Donc, du coup, tu avais des profs qui étaient nullissimes, qui n'avaient aucune expérience. Moi, au début, je me suis dit, bon, c'est vrai que peut-être l'enseignement, c'est bien, mais finalement, si tu n'as pas d'expérience, tu n'as rien à enseigner. Donc, voilà, moi, je me suis dit, bon, peut-être plus tard. Bon, finalement, les plus tard, ça a été plus tard, et voilà. Mais bon, je pense que la seule chose l'expérience est très importante. La pratique. La pratique aussi, bien sûr, parce qu'en fait, les profs qui sont intéressants, ce sont ceux qui te ramènent ces problèmes. Voilà, après, c'est intéressant ou pas, mais ils viennent avec des problèmes réels. Et voilà, normalement, ce sont les profs qui ont une pratique, qui se confrontent tous les jours dans son studio, qui travaillent. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci mille fois, Juan. Et donc, voilà, merci. Rendez-vous à partir de février avec les étudiants. J'espère qu'on va faire des choses sympas. Merci.
Hein? Première conférence, C'était pas bravo, lourd, hein. non? Hein? C'était pas lourd de... Du tout, du Ah, non? tout. Ah non, Non. non, pas du tout. C'était